Why is this happening to me? What do you think happens when we die? Qu'est-ce qu'il y a de pénible que d'être avec soi-même? Réveille-toi, réveille-toi. Hey, yeah. It's time to wake up. Réveille-toi, hey. Réveille-toi. Wake up, wake up, wake up. Bienvenue dans Wake Up Conversations, une interview intimiste, humaniste, où l'on aborde les grands mystères de la vie. Qui sommes-nous? Quel est le sens de notre existence? Que se passe-t-il après la mort? Avons-nous tous un destin? Je suis Anaïs Raoux, directrice de l'école de développement personnel Wake Up, et on va parler ici des sujets qui nous tiennent à cœur au sein de l'école. Des sujets qui aident à grandir, des sujets qui dérangent, des sujets qui éveillent les consciences et redonnent le pouvoir à ceux qui osent y croire. Dans ce nouvel épisode, je reçois Idriss Aberkane. Vous le connaissez peut-être pour son livre « Libérez votre cerveau » qui a fait un carton et s'est vendu à plus de 200 000 exemplaires. Avec 3 doctorats en poche à moins de 30 ans, aujourd'hui auteur best-seller, il plaide pour la complémentarité des sciences et de la spiritualité qui sont, selon lui, 2 besoins de notre identité. Avec Idriss, autour d'un café et de quelques amandes chez Wake Up, on a parlé de biomimétisme, de conscience, du cerveau et même de religion. Installez-vous confortablement, je vous emmène dans cette conversation avec Idriss Aberkane. Donc Idriss, comme tu as pu le voir en entrant dans l'école, on a écrit sur le mur « Il ne suffit pas de tout connaître, il faut surtout bien se connaître ». Qu'en penses-tu ? Aujourd'hui, tu vois, il y a trop de trucs à savoir. Je crois que c'est ou Rumi ou un autre grand soufi qui a dit l'art de la connaissance, c'est savoir quoi ignorer. Il y a cette grande histoire soufie où un savant a cherché la connaissance toute sa vie, puis il tombe sur un bouquin avec un peu tous les secrets de l'univers. Enfin, pas tous justement, mais beaucoup de secrets de l'univers. Et c'est un bouquin magique, évidemment. Et devant ce bouquin, il fait « Ah là là, mais dommage qu'il n'y ait pas plus de choses écrites dedans. » Et là, d'un coup, les lettres se mettent à envahir tout le papier et tout le livre devient noir. Et le type, je pense qu'il se suicide en fait, mais bon, c'est une autre histoire. Et cette idée que mettre trop de connaissances, c'est contre-productif, qu'il faut avoir un esprit... c'est Galilée qui disait la science, il faut être ingenus. Ça donnait ingénu, ça veut dire né de soi-même, mais ingénu. Et virer les trucs qui sont inutiles, surtout en sciences, surtout quand on cherche de nouveaux, aussi bien de nouveaux sujets en art, écriture, etc. Virer ce qui n'est pas nécessaire, c'est l'opposé de ce qu'on apprend à l'école. C'est Richard Francis Burton, un de mes grands héros, qui a dit « Il ne saurait pas savoir celui qui ne saurait pas aussi désavoir ». Donc il faut savoir désavoir, désinstaller. Alors aussi bien désinstaller une app, je sais pas, un truc que tes parents t'ont appris ou un truc que l'école t'a appris, il faut savoir le désinstaller, mais aussi de la connaissance. Parfois, c'est très très bien d'ignorer, de ne pas savoir. Tu sais, il y a ce vieux test qu'on fait pour les politiques à la télé, un candidat à la présidentielle. Alors, par exemple, vous dites dans votre programme qu'il faudrait un 2e porte-avions à la France. Ça coûte combien un porte-avions? Puis le mec est là, merde, je sais pas combien ça coûte un porte-avions. Mais c'est pas un problème de pas savoir, parce qu'aujourd'hui, comme le dit Michel Serres, on est céphalophore. C'est saints qui portent leur tête sur un plateau. Aujourd'hui, on a tellement de médias qu'on peut sortir des trucs de notre tête, comme dans Harry Potter, là, Dumbledore qui sort la pancine. Voilà. Et ça, c'est très bien de sortir des choses de notre tête. Donc le candidat à la présidentielle qui ne sait pas combien coûte un porte-avions, c'est bien. C'est très mauvais pour lui de le savoir en permanence. C'est à foutre quelque part sur un bureau, dans un dossier. Le monde est fait pour qu'on puisse noter des choses et les sortir de notre tête et avoir un esprit libre, ou comme avait dit Lao Tse, pour citer les trucs tarte à la crème, un bol est plus utile quand il est vide. Donc, je pense que dans l'éducation, il faut complètement revoir notre phase un peu de rétention. Là. On a eu toute cette époque, tu sais, l'instruction publique, connaître les dates par cœur, Marignan 1515, mort de Louis XIV 1715. Bon, dans ce monde aujourd'hui, c'est pas comme ça qu'il faut travailler. Et vu qu'il faut bien se connaître, qui es-tu, Idriss Aberkane ? Alors moi, je n'aime pas me définir. J'aimerais bien pouvoir me définir, mais je ne sais pas trop. Je suis un entrepreneur avant tout. Mon premier métier, ça a été de créer des boîtes. Donc j'ai créé une boîte, ma première boîte au Sénégal, en 2009. Elle tourne encore d'ailleurs. C'était une boîte de microcrédit agricole. Et on a planté des moringas qui maintenant sont assez gros. Donc je mesure un peu l'impact de la boîte à la taille des troncs des moringas qu'on a plantés. Ils sont en fleurs maintenant. C'est une grande fierté pour moi.
Et donc au départ, moi, ce que j'aime bien, c'est créer des boîtes. Mais effectivement, j'ai fait des doctorats, j'ai essayé de repousser les limites de certains domaines, par exemple en littérature. Donc, dans la vraie vie, tous les jours, je suis un bout conférencier, c'est à peu près un quart de mon temps. Donc, je donne des confs pour des boîtes. Souvent, des boîtes qui cherchent à se transformer, donc des grands groupes, des machins comme ça. Et puis, ensuite, je dirige mes boîtes à moi. Donc, j'ai 2 boîtes à une fondation qui s'appelle Bioniria. Bioniria, parce que c'est le rêve de la vie. Et le but de cette fondation, c'est de faire en sorte que les chefs d'État préfèrent trouver de la biodiversité que du pétrole un jour. Voilà, qu'un jour, un président, en particulier celui du Brésil, soit plus heureux qu'on lui annonce la découverte d'une nouvelle grenouille que d'un nouveau gisement de pétrole. Et je parle heureux concrètement d'un point de vue économique. Que le type comprenne que cette grenouille, elle va permettre de créer tant d'emplois, etc. Donc c'est ça que je fais au quotidien. Je donne des confs un tiers, un quart de mon temps. J'écris des bouquins et je dirige des boîtes. Voilà. Donc je sais pas comment on appelle ça du coup, mais le terme qui me plaisait le plus, c'était polymath. Polymath comme Richard Francis Burton. J'aime bien ce thème. Je pense que comme on est dans une nouvelle renaissance en ce moment, on est en train de sortir du Moyen-Âge compliqué du XXe siècle, obscur, violent. Et ben, on a besoin de s'intéresser. Je ne vais pas dire de personnes qui s'intéressent, que tout le monde va s'intéresser à plein de sujets différents au XXIe siècle, mais on a besoin de créer une culture de l'intérêt polyvalent et d'essayer de ne plus rentrer dans des cases, quoi, comme dirait Pierre Rabhi. Ton père était fan d'Idriss Shah. Ouais, il m'a appelé Idriss. Je pense qu'il y a une blague aussi dans mon nom, parce que mon père était chercheur en intelligence artificielle à Saclay. Et mes initiales font IA. Je suis sûr qu'il y a eu une petite vanne là-dessus. Mais effectivement, il était fan d'Idriss Shah, qui est un très grand psychologue soufi du XXe siècle. Et alors qui a fait un très beau documentaire que je recommande à tous vos auditeurs, qui est visible sur YouTube, qui s'appelle Dreamwalkers, donc les marcheurs de rêve. De la BBC dans les années 60, où il montre nos conditionnements, comment on prend des décisions foireuses à cause du fait qu'on a été conditionné. Et Idriss Shah est une grosse influence dans mes recherches, dans mes travaux. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et donc, c'est ce qui t'a donné ce prénom. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire ? Ah bah, mon père lisait Idriss Shah, quoi. Et puis pour lui les soufis c'était un peu les Jedi, quoi. Genre, il savait pas que ça existait pour de vrai, donc il avait entendu parler des soufis du 13e, du 14e, mais pour lui c'était pas une tradition vivante, ça existait pas encore maintenant, quoi. Et boum, il tombe sur un bouquin d'Idriss Shah, Les Soufis, qui est un bouquin qui avait fait couler énormément d'encre à l'époque, parce que c'était très marrant. Il y avait dans le monde universitaire les Soufis Studies, les études soufis. Et donc c'était des mecs qui s'étaient délimités leur précaré. Là, ouais, moi j'étudie les soufis. Non, mais ils sont pas morts. Enfin, c'est pas comme tu dis, c'est qu'un cadavre. Il y avait une spécialité universitaire d'étudier le soufisme comme si c'était mort. Alors, est-ce que tu peux peut-être nous définir ce qu'est le soufisme ? Le soufisme, c'est la tradition mystique de l'islam. Donc, il y avait un proverbe persan là-dessus. C'est quoi le soufisme ? Soufi, ça suffit. C'est la grande blague. C'est soufichiste, soufiste. C'est comme ça que les gens répondent quand on leur demande ce que c'est. Mais concrètement, le soufisme, c'est la connaissance de soi. Hein. Donc, pour les maîtres soufis, c'est ce qu'on a appelé la Sophia Perennis, c'est-à-dire la sagesse universelle, qu'on retrouve au-delà de l'islam. Enfin, ce que dit Khaled Bentounes, par exemple, c'est que le soufisme est le cœur de l'islam, que c'est la ficelle qui relie toutes les religions comme un chapelet, quoi, si tu veux. Toutes les perles le point commun de toutes les perles dans un chapelet, c'est la ficelle qui les relie et qui est au centre de la perle, du coup. Et c'est comme ça que Khaled Bentounes voit le soufisme. Donc c'est juste, ça commence par se déconditionner. Par exemple, il y a une branche du soufisme qui s'appelle les Malamati, c'est-à-dire la voie du blâme. Et les Malamati cherchent absolument à susciter la réprobation de leur père. C'est une branche du soufisme où en fait on doit s'émanciper complètement du regard des autres. Et c'est une branche qui existe encore aujourd'hui et qui a encore des affiliés un peu partout dans le monde. Donc il y a différentes méthodes. Ça fait un peu Diogène, quoi. Écarte-toi de mon soleil. Mais c'est une tradition vivante qui cherche à libérer l'homme, concrètement. On ne peut pas dire les choses autrement. Et donc ton père te donne ce prénom parce que en fait, ce que j'ai aimé dans une anecdote que tu racontes, c'est que il a aussi été
persécuté dans un sens dont... Ah oui, tu veux dire pour Saclay, enfin, tu sais, c'est très compliqué. On est d'une famille, donc moi, je suis moitié algérien, moitié kabyle en plus, truc double peine, et moitié italien. Donc ça veut dire comme d'hab que t'es ni l'un ni l'autre. En France, t'es jamais tout à fait français. En Algérie, t'es jamais tout à fait algérien. Et bien entendu, en Italie, t'es pas tout à fait italien. Et oui, mon père a souffert tous ces trucs-là. Bon, d'abord, il y a eu la guerre d'Algérie, concrètement. Donc ça picote. Ensuite, il y a eu les années boumediennes où un grand ami de mon père a été persécuté, emprisonné, etc. Et c'était le père du Cheikh Khaled Bentounes, qui est le maître de la confrérie soufie alaouia aujourd'hui. Et oui, c'était une période difficile des deux côtés. Et effectivement, mon père n'a pas pu finir sa carrière à Saclay parce qu'ils ont cru que c'était un espion. De façon directe, il est basané automatiquement. Et le pire, c'est qu'il y avait vraiment un espion dans son centre. Et c'était un bon Français, des familles qui espionnaient pour les Russes. Donc c'est comme quoi, tu vois, faut pas juste se fier à la couleur de peau. Ça fait un peu San Antonio comme méthode de déduction. Lui, tiens, il bouffe des dates, ça doit être un espion algérien. Mais c'est l'histoire de notre vie, quoi, effectivement, ce côté-là. Et puis bon, les soufis en général ont été persécutés un peu partout. Aujourd'hui, le soufisme, c'est la barrière à l'intégrisme, au fondamentalisme. L'islam aujourd'hui a le cancer, concrètement. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que l'islam est le cancer. Je parlais avec un pote juif en Ukraine, j'ai vécu en Ukraine pendant assez longtemps, et donc on allait bouffer ensemble, on discutait de tout et de rien, puis à un moment donné, voilà, on était vraiment potes, puis que lui était plutôt très islamophobe, quoi. Ça l'empêchait pas d'être pote avec moi, puis qu'on discute. Et puis à un moment donné, je tape la discute avec lui là-dessus, et puis je lui dis, tu sais, l'islam a le cancer. Là, il me dit, Cash, mais est-ce que c'est pas plutôt l'islam est le cancer, tu vois, le truc que tu peux pas dire à la télé ou à la radio. Puis moi, ça m'a pas énervé, on a continué à discuter, puis je lui ai expliqué. Voilà, écoute, par exemple, sur les problématiques, tu regardes Kaboul en 76, ou l'Égypte en 53, ou la tolérance qu'il y avait, la modernité aussi, le fait que les femmes travaillaient, qu'elles pouvaient créer des boîtes. Enfin, il y a eu un retour en arrière. Et ce retour en arrière, on en est très responsable. En France, on peut pas, par exemple, critiquer alors qu'on a les Séoudiens comme alliés, qu'on leur vend des armes, qu'on les reçoit à l'Élysée, qu'on leur a filé la Légion d'honneur. Enfin, donc il y a cette petite schizophrénie grande schizophrénie sur le futur aujourd'hui du monde musulman. Mais ce qu'on observe véritablement, c'est que le soufisme a toujours été la barrière aux intégrismes et au fondamentalisme. Et c'est pour ça d'ailleurs que le Cheikh Bentounes a créé les scouts musulmans de France. C'était très très... Dont tu faisais partie. Absolument, dont j'ai fait partie. Et c'était un pari très très risqué parce que c'est comme classe socio-culturelle, professionnelle, bon, c'était un enjeu que de faire ça, dire on va sortir les gamins de banlieue, on va leur faire rencontrer les éclaireurs neutres qui sont donc, si je me gourre pas, protestants, les scouts israélites, les scouts bouddhistes, il y a tout maintenant. Et ça a très bien marché. Donc, dans l'histoire, le soufisme a toujours été l'antidote, la parade au fondamentalisme. Dans ton dernier livre s'intitule « L'âge de la connaissance ». Donc, qu'est-ce que cet âge de la connaissance dans lequel nous sommes rentrés ? La connaissance est la ressource la plus précieuse des humains. Et l'avantage, c'est que son potentiel est infini. On ne peut pas épuiser un puits de connaissances. Ça n'existe pas. On ne peut pas épuiser, dire ça y est, j'ai extrait toute la connaissance du monde, de l'univers, je sais tout sur tout. Ça n'est absolument pas possible. Et du coup, c'est la seule ressource infinie à notre disposition, et c'est bien pour ça qu'il faut taper dedans. Donc le sujet du bouquin, c'est l'âge de la connaissance. On est rentré consciemment dans cet âge après le pétrole, etc., dans le néolithique. On a eu l'âge de pierre, l'âge de la pierre polie, l'âge du bronze, enfin du cuivre, du bronze, du fer. Et puis, on est rentré dans l'âge du carbone. Carbone 1 avec le charbon, carbone 2 avec le pétrole et le gaz. Et puis aujourd'hui, on rentre dans l'âge de la connaissance. Alors, on est dans l'âge de la connaissance inférieure. Aujourd'hui, c'est les data, c'est l'information. Ça, c'est l'âge inférieur. Bon. Et puis, on commence à rentrer dans la connaissance, la compréhension, la sagesse, ce qui va nécessiter une refonte complète de notre système éducatif. Mais on est exactement comme dans l'âge du cuivre avant l'âge du bronze, ou comme l'âge du bronze avant l'âge du fer. Aujourd'hui, on est dans la version basse de la connaissance. Donc la connaissance mécanique, la data, l'information. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on se sent menacé par l'intelligence artificielle. Parce qu'on a tellement mécanisé l'esprit humain, à l'école
Et à l'université, encore pire, on a tellement rendu l'esprit humain complètement mécanique que du coup, l'intelligence artificielle arrive à faire plein de trucs dont on croyait qu'il faisait la valeur ajoutée de notre esprit, alors que ce n'est pas le cas. Mais c'est exactement comme les machines. On avait tellement mécanisé les humains à les temps modernes de Charlie Chaplin que quand les machines sont arrivées, on s'est dit, mon Dieu, les humains serviront plus à rien. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'on a appelé les robots. Rabota, c'est en ukrainien, en polonais, c'est le travail. Donc rabotnik, c'est l'esclave. Et c'est de là que vient robot. Donc l'intelligence artificielle nous fait peur pour la raison qu'on a mécanisé notre esprit. Et on a mécanisé notre esprit parce qu'on est dans l'âge de la connaissance inférieure. Et j'appelle de mes voeux l'avènement d'un âge de la connaissance supérieure, où les élèves, les étudiants, les chercheurs ne seront plus mécaniques dans leur démarche intellectuelle et s'élèveront un peu. Toi, ce que tu dis, c'est que écologie, environnement et économie sont des alliés, nature et emploi sont compatibles. Une des solutions que tu proposes, c'est d'ailleurs le biomimétisme, ou en tout cas la bio-inspiration. Donc, c'est le fait d'extraire la richesse de la nature sans la détruire. Ouais. Tu parles aussi dans ton livre beaucoup des théories de Gunther Pauli, le fait que l'abolition du déchet plutôt peut être rentable. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour que nous, particuliers, entrepreneurs, des entreprises, des États, décident de mettre en place ces solutions-là ? Ouais, il faut trianguler les gens. Il faut vraiment que dans leur quotidien, les gens soient triangulés d'exemples qui ont marché pour que, pour les entrepreneurs par exemple, pour les consommateurs, on dit de plus en plus consommateurs, eh bien, ils voient autour que c'est possible, donc le coût du risque diminue. Parce que entreprendre ou faire quelque chose de nouveau, c'est se lancer dans l'inconnu. Et ça, les gens n'aiment pas en général. Donc pour que la majorité de la population le fasse, comme pour l'électricité, les premières personnes qui ont appuyé sur un interrupteur pour allumer une lampe électrique se sont lancées dans l'inconnu. À l'époque, il y avait un petit panneau qui expliquait « c'est pas dangereux, vous n'allez pas mourir », etc. Et puis maintenant, tout le monde a adopté l'électricité. Le zéro déchet, ça va être la même chose. Dès que les gens auront été entourés d'exemples qui fonctionnent, au bout d'un moment, la transition va se faire toute seule. Et c'est à ça qu'on travaille, Gunther, moi, d'autres personnes, évidemment, et des gens aussi importants, Gunther, Hélène MacArthur, Janine Benyus, tous ces grands noms de l'économie circulaire qui travaillent à montrer que oui, on peut avoir nature et emploi, économie et écologie ont la même racine. Et d'ailleurs, au départ, les économistes, c'était un mouvement de philosophes français, avec Pierre Quesnay notamment, au XVIIIe siècle, l'Ancien Régime, qui s'intéressait à la façon dont la richesse vient de la terre. Et qui regardait, qui essayait de tirer le bilan de tout le Moyen-Âge, tout l'Ancien Régime. C'est-à-dire comment, dans l'Ancien Régime, on tirait des richesses de la terre, puisqu'on avait un fief, on avait un domaine, donc comment on pouvait... Et puis ils observaient toutes ces subtilités, qu'on pouvait avoir un fief qui était très fécond, et puis être moins riche qu'un type qui avait un fief tout pourri, parce que lui a dû mettre de la connaissance dans son fief, et donc du coup on a tiré des productions à plus forte valeur ajoutée, comme des vins de champagne, comme des choses comme ça. Et donc les premiers économistes se posaient déjà cette question de... Comment il peut être subtil de déclarer la valeur d'une terre parce qu'on peut y mettre de la connaissance dedans. Déjà, cette notion était présente chez eux. Et puis, il y a eu l'industrialisation et l'économie est devenue purement industrielle dans sa pensée. Et du coup, elle a opposé nature et emploi, elle a opposé développement durable et économie, mais c'est une erreur. Oui, on a dans l'école un club de lecture qui s'appelle donc le Wake Up Book Club, qui est le tout premier club lecture du développement personnel sur YouTube. Et dans le dernier épisode, on a parlé du Petit Prince. Donc je ne sais pas si tu es familier avec l'histoire, mais j'avais envie de te partager ce moment que j'ai relu et que j'ai adoré, où le Petit Prince rencontre ce géographe qui ne recense que les montagnes, les villes, les déserts, et quand il voit le Petit Prince qui du coup lui parle de sa planète, l'astéroïde B612, il lui parle de sa fleur, et là le géographe lui répond « Ah non, mais on ne note pas les fleurs, parce que les fleurs c'est éphémère ». Et ma question pour toi c'est: est-ce qu'il y a des sujets que la recherche académique, scientifique aujourd'hui devrait explorer ? Ce qu'on n'a pas investigué, c'est la motivation. Il est globalement vrai que notre cerveau, un peu comme notre système digestif, va digérer la connaissance à peu près de la même façon. À peu près. Il y aura quand même des intolérances. Par exemple, si quelqu'un a une lésion au sillon intrapariétal gauche, il va avoir ce qu'on appelle une dyscalculie. Et là, pour le coup, il faudra lui apprendre les nombres autrement. Et il y a plein de façons d'apprendre les nombres autrement. Mais comme quelqu'un qui aura une intolérance au gluten ou quelqu'un qui aura une intolérance au lactose, on peut avoir le même phénomène sur le plan cognitif. Il y a certaines personnes qui peuvent moins bien digérer telle ou telle connaissance dans la façon dont elles leur sont présentées. Ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas de calcium. Il y a quelqu'un qui a une intolérance au lactose, on peut lui trouver d'autres substituts de calcium, les noix de cajou par exemple, pour la petite histoire. Donc, c'est pareil pour les styles cognitifs. On ne va pas appeler ça style cognitif, mais si quelqu'un a une dyscalculie, on peut lui apprendre les nombres autrement. Mais au-delà du métabolisme, de la digestion des savoirs, en fait, il faut vraiment voir notre cerveau comme notre système digestif. Il y a la motivation.
C'est-à-dire que oui, notre système digestif, globalement, digère les choses de la même façon, grossièrement. Il y a des intolérances, il y a des allergies, mais grossièrement, on a à peu près tous la même façon de découper les nutriments dans notre estomac. Et oui, globalement, on a à peu près tous la même façon de découper la connaissance dans notre cerveau, mais on n'a pas tous les mêmes envies. Les gens n'ont pas les mêmes goûts, ils n'aiment pas les mêmes plats. Pour la connaissance, c'est pareil. Et ça, ce n'est quasiment pas étudié aujourd'hui. Et ça devrait l'être parce qu'à l'école, c'est ça qui va fonder les diversités. C'est ça qui va faire que, dans la notion de l'ikigai, justement, donc la motivation, ce qu'on a envie de faire, notre raison d'être, eh bien, ça, c'est différent à l'école. Et donc, essayer de faire rentrer tout le monde dans le même menu de façon forcée, je veux dire, même à la cafette, on a des menus différents. Bon. À l'école, ça devrait être le cas aussi, dès le début, le plus rapidement possible, parce que les ressorts de la motivation, qu'on appelle de façon pompeuse en neurosciences la volition, eh bien, ne sont pas les mêmes chez tous les élèves. Ça, c'est un fait établi. Et il faut en tenir compte. Parce que là, tu rejoins sur le principe de l'ikigai. Moi, j'aime bien cette définition d'un psychiatre qui s'appelle Mieko Kamiya, qui dit que c'est la source d'énergie qui nous donne la force, l'espoir et la résilience de faire face aux difficultés de la vie. On va citer feu Karl Lagerfeld, puisque voilà, comme il est passé de l'autre côté récemment, il disait quelle est ma source d'énergie? EDF. Envie, désir, force. Voilà. Envie, désir, force. Donc envie, faut que, en psychologie, ça se traduirait par ce qu'on appelle la pratique délibérée. C'est genre j'ai besoin de personne pour m'y mettre, puisque quand on est directeur artistique, faut pas que quelqu'un soit sur votre dos en vous disant alors ce serait bien que tu fasses ci ou ça. Non, faut se mettre délibérément au travail. Et ça, d'après un grand psychologue, Erickson, eh bien, c'est la marque des experts. Voilà, les experts, comme Usain Bolt par exemple, vont pratiquer délibérément. Ils vont s'y mettre tout seuls. Bon, donc envie. Désir, c'est pour continuer, bien entendu. J'ai pas juste j'ai envie de m'y mettre. Désir, c'est je tends vers quelque chose qui n'est pas encore là. Donc je veux réaliser le projet. Et force, c'est la capacité à supporter des trucs durs à faire, pénibles, ingrats, etc. Envie, désir, force. Donc voilà. Karl Lagerfeld, il disait ça comme ça. Donc selon toi, on doit tous partir à la recherche de cette source d'énergie qui nous anime. Oui, parce que sinon on ne sera jamais compétitif. Même si on veut revenir, parce que voilà, on aime bien la compétition en France. L'école polytechnique, l'école centrale, c'est des écoles qui sont ultra compétitives en elles-mêmes et qui, dès qu'elles sont classées à l'international, alors là sont les premières à évoquer les arguments des élèves qui les critiquent. Quand un élève dit oh, non, mais c'est n'importe quoi votre concours, ils disent non, faut passer par là. Et quand ces écoles-là sont classées à l'international, alors c'est une catastrophe absolue. Enfin, les Chinois, quand ils classent Polytechnique, ou les Américains, ils disent que c'est une école de 45e zone. Et un petit peu l'hôpital qui se fout de la charité. Ils passent leur temps à classer les gens, et quand ils sont classés eux-mêmes, là, ils trouvent toutes les excuses possibles et imaginables. Mais si on revient à cette notion de classement, compétition, il n'y aura pas de place pour tout le monde, etc. Oui, on ne peut pas être compétitif si on n'aime pas ce qu'on fait. C'est pas possible. Et on peut pas être persévérant. Je veux dire, Karl Lagerfeld, il adorait ce qu'il faisait. Ce qui faisait qu'il était au top de son game, c'était qu'il adorait ce qu'il faisait. Mais c'est valable pour un Usain Bolt, c'est valable pour un prix Nobel. Pour persévérer, et c'est ce que dira Steve Jobs d'ailleurs, pour citer les citations aussi les plus tarte à la crème possible, il expliquait bien, si vous n'aimez pas ce que vous faites, vous allez au moindre échec, au moindre accroc, vous vous relèverez pas. Alors que si vous aimez ce que vous faites, les échecs d'abord ne vous feront pas mal, ce qui est quand même une base forte, quoi. L'échec ne vous fera aucun mal, et c'est ce qu'on voit avec les frères Wright. Les frères Wright qui font voler le premier avion, l'échec leur faisait aucun mal. Le prix de l'échec était de 0. Et ça, c'est important en apprentissage, parce que pour bien apprendre, il faut être corrigé souvent. Et c'est pour ça que les jeux vidéo sont aussi efficaces, en fait, quand ils sont bien utilisés, bien sûr. Pour l'instant, ils tournent essentiellement à vide, mais on prend, par exemple, aujourd'hui, dans le monde, il y a une pénurie de pilotes. Alors, les pays riches ne sont pas au courant, parce que les pays riches n'ont pas de pénurie de pilotes, mais tous les pays émergents, donc BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, n'ont pas assez de pilotes de ligne. Et du coup, il faut en former plein, parce qu'il y a les classes moyennes qui arrivent, qui veulent voyager, de plus en plus de Chinois peuvent s'offrir un Shanghai-Rome, donc il faut plus de pilotes, et on les forme avec des simulateurs. Et un simulateur, évidemment, ça vous corrige beaucoup plus souvent qu'un examen sur table. Un simulateur, on voit les variables de l'avion, on voit immédiatement les conséquences de son acte. Alors, si jamais on tire sur le manche, si jamais on pousse sur le manche, voilà ce qui se passe. On voit les conséquences de son acte et c'est comme ça qu'on peut apprendre. Être corrigé souvent, c'est la meilleure façon d'apprendre. Et la meilleure façon de tuer l'apprentissage chez un élève, c'est quoi? C'est de le dégoûter de la correction. Et c'est pour ça qu'on a des inégalités à l'école. On a des inégalités à l'école qui sont de la même nature que les inégalités du capitalisme en vrai, c'est-à-dire une distribution inégale des richesses. À l'école, la richesse, c'est la correction, c'est l'attention du prof. Dans un atelier à la Renaissance, la richesse, c'est l'attention du maître.
Or, l'attention du maître est inégalement distribuée dans une classe. C'est un fait. Il y a les bons élèves qui vont tout faire pour l'attirer, qui vont se mettre au premier rang, qui vont essayer de capter l'attention du maître, qui vont participer, qui vont essayer de choper un maximum de corrections. Et il y a les mauvais élèves qui en fait ne sont pas mauvais, sont terrorisés de l'attention du prof. Ce sont des élèves pour qui l'attention du prof est terrifiante, pour plein de raisons. C'est-à-dire qu'ils ont été traumatisés, on leur a tapé dessus, ils ont eu des pénalités psychologiques graves, et du coup, ils font tout pour fuir l'attention du prof. C'est un peu comme si un pauvre fuyait l'argent. Parce que vraiment, j'insiste, l'argent dans une classe, c'est l'attention du prof. Donc, du coup, on se retrouve avec une distribution complètement inégale des richesses. Un prof, des élèves, des bons élèves qui vont capter beaucoup plus d'attention, donc de correction, et qui, à la fin de l'année, auront été plus corrigés, malgré les devoirs sur table, malgré les trucs qui sont censés être même taux de correction pour tout le monde. Le fait est qu'eux auront plus de corrections par an, parce qu'il y aura celle dans la classe, il y aura celle après les cours, il y aura celle d'aller voir sa copie, etc. Enfin, ont reçu plus de corrections dans une année que les mauvais élèves. Et c'est comme ça qu'on a des inégalités scolaires en bout de chaîne. Parce qu'on dégoûte les gens de la correction. Ça, c'est criminel. En éducation, dégoûter quelqu'un de la correction, c'est absolument criminel. Et c'est pour ça que la Finlande a éliminé les notes. C'était un grand débat. En France, contrairement à la Suisse ou à la Finlande ou à l'Islande, quand on fait une réforme éducative, on se pose avant tout la question de savoir si elle est de droite ou de gauche. Ça, c'est la pire question à poser pour une réforme éducative. C'est comme disaient les Indiens, qu'est-ce que tu dirais si je te disais que l'aile droite et l'aile gauche font partie du même oiseau? Raymond Aron qui disait « Celui qui se déclare que de droite ou que de gauche se déclare hémiplégique ». L'éducation transcende la droite et la gauche, c'est pas la question. Donc, il ne faut pas se poser la question de quel bord politique est cette réforme. Il faut se poser la question, est-ce qu'elle fonctionne? Évidemment, si on se dit, dans certains aspects, on élimine les notes, qu'est-ce qui va se passer? Mon Dieu, ça va être la médiocratie, etc. Ça dépend comment c'est fait. Le but recherché, et c'est celui-là qu'il faut mesurer, c'est pas l'intention, c'est le but recherché, et le mesurer, et vérifier qu'il a été atteint, c'est de ne pas dégoûter les élèves de la correction. Parce que dégoûter les élèves de la correction, ça va tuer leur envie d'apprendre à vie. À vie, ce qui fait que des adultes disent « Oh non, les maths, c'est que leur cerveau est bloqué dans l'idée « Attends, touche pas à ça. C'est la dernière fois que tu y as touché, il s'est passé une chose horrible. Aversion. C'est la dernière fois que tu as touché une abeille, elle t'a piqué. Bon, être rejeté par son prof, ça peut faire plus mal psychologiquement qu'une piqûre d'abeille. Bon, si vous avez touché une abeille, qu'elle vous a piqué, vous n'allez plus jamais vous approcher d'une abeille pendant 15-20 ans. Si les maths vous ont piqué, vous n'allez pas vous en approcher non plus. C'est ça qu'il faut réformer. J'ai une dernière question pour toi qui, du coup, nous fait revenir un petit peu en avant de son nom. Dont on parlait tout à l'heure sur le cerveau. La conscience, selon toi, est-elle un produit du cerveau? Alors, même les neuroscientifiques aujourd'hui, les plus terre-à-terre et les plus matérialistes, comme Alain Berthoz, etc., s'accordent sur un terme qui est les corrélats neuronaux de la conscience. Donc on ne dit pas les bases neuronales de la conscience. Même quand on est un ultra-matérialiste, sans aucune forme de spiritualité, eh bien, on dit les corrélats. Voilà. Ça, c'est rigoureux scientifiquement. C'est-à-dire, ce qu'on observe quand on met quelqu'un en imagerie, c'est une corrélation, c'est pas un lien de cause à effet. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de tendances aujourd'hui en neuroimagerie de dire que, en fait, corrélation égale lien de cause à effet, ce qui est bien sûr complètement anti-scientifique. Pour expliquer ça aux auditeurs, corrélation, causation, c'est pas la même chose. Il y a une corrélation entre manger au McDonald's et avoir une bonne santé du cœur. C'est bizarre, parce que manger chez McDonald's, a priori, ça ne donne pas une bonne santé du cœur. Mais il y a une corrélation. Pourquoi? Parce que les gens qui vont bouffer au McDonald's sont aussi souvent plus jeunes. Donc les gens qui sont plus jeunes ont souvent un cœur en meilleure santé. Donc quand on dit, regardez, les gens qui mangent au McDonald's ont tendance à avoir un cœur en meilleure santé, ça ne veut absolument pas dire qu'il y a un lien de cause à effet entre bouffer au McDonald's et arriver avec un cœur en bonne santé. Ça veut juste dire qu'ils sont déjà venus avec leur cœur en bonne santé. Et c'est ça la différence entre corrélation et causation. Et c'est une des bases de la méthode scientifique de comprendre ça. Eh bien, même donc dans l'aspect le plus matérialiste des neurosciences, on déclare qu'il y a juste une corrélation neuronale, un corrélat neuronal de la conscience. C'est tout ce qu'on dit. Et après, il y en a qui, en leur âme et conscience, disent oui, la conscience est une sécrétion du cerveau. Et d'autres qui disent, en leur âme et conscience, comme Francisco Varela, qui diront non, la conscience dépasse. En gros, pour Francisco Varela, qui était bouddhiste, oui, il y a une conscience après la mort. Donc, à partir du moment où le corps physique est bouffé par les asticots, s'il y a une conscience après ça, c'est bien qu'il existe quelque chose au-delà. C'est clairement ce que pensent les bouddhistes. Et de façon intéressante, il y a beaucoup de neuroscientifiques qui sont bouddhistes. Et selon toi ? Alors, moi, j'aime bien, je n'ai pas trouvé mieux, et j'adhère complètement. Je n'ai pas trouvé, moi, de meilleur point de vue que le point de vue de Richard Burton, donc, que j'ai cité, là, le gars qui parlait 29 langues couramment et tout, et qui fait dans son poème, La Cassida, une revue des idées là-dessus,
où il critique les deux camps. Il critique les camps du gens qui disent non, mais l'esprit n'a rien à voir avec le cerveau. Il dit dans ce cas-là, comment ça se fait que l'esprit est malade quand le cerveau est malade, que l'esprit a la fièvre quand le cerveau a la fièvre, comment ça se fait qu'on fait des cauchemars quand on a. Voilà. Donc il explique ça dans sa poésie, en rime et tout, de façon très élégante, une sickness sick comme ça. Et en même temps, il dit oui, mais vous voulez réduire la conscience au protoplasme, à la matière. Donc je suis pour le juste milieu. Je pense que c'est très intéressant d'étudier le cerveau, bien entendu, qu'on va en apprendre énormément sur la conscience en étudiant le cerveau, et que peut-être après on dépassera tout ça, mais que pour l'instant c'est intéressant d'étudier les corrélats neuronaux de la conscience et la dimension matérielle de la conscience, la physiologie de la conscience est quelque chose d'intéressant. Voilà. Et étant d'influence soufie, bien entendu, je pense, j'ai pas peur de le dire, même si c'est un peu l'anathème de dire ça en science, je pense que oui, il y a une conscience après la mort. Mais ça, c'est une croyance. Et je la partage, parce que je pense pas qu'elle soit obscène, mais je considère qu'elle peut même guider certains aspects. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent aux expériences de mort imminente. C'est des travaux de recherche. Avant aussi, il y avait les états altérés de conscience. Harvard, j'ai oublié le nom, mais un très très grand chercheur à Harvard avait filé du LSD à ses étudiants. Puis il leur avait fait noter ce qui se passait. Et puis le patron du FBI avait dit que c'était l'Américain le plus dangereux, ce type. Il avait été honoré que Edgar Hoover déclare cet homme, donc son nom m'échappe, est l'Américain le plus dangereux. Donc bon, c'est intéressant d'étudier les états altérés de la conscience, la partie matérielle de la conscience, et puis les bouddhistes font ça depuis 3000 ans, 2500 ans, la possibilité d'une conscience au-delà du corps. Quelle est selon toi la différence entre religion et spiritualité ? Alors, il y a, pareil, Idriss Shah avait fait une belle définition là-dessus, j'essaie de la retrouver, sa citation exactement. La croyance est quelque chose que tu sers et la connaissance est quelque chose qui peut te servir. Voilà. La croyance est quelque chose qui t'utilise et la connaissance est quelque chose que tu peux utiliser. La mauvaise religion, c'est quelque chose qui t'utilise et la spiritualité, c'est quelque chose que tu peux utiliser pour te libérer. Voilà. La mauvaise religion, c'est les bons points, t'iras en enfer, si tu vas tuer un sarrasin, t'iras au paradis, même si t'as violé des gamins, on s'en fout. Bon, ça, c'est la mauvaise religion. Dans tous les camps, hein. J'ai cité le cas des croisades, mais c'est dans tous les camps. Ça, c'est quelque chose qui t'utilise. Voilà. Donc ça, c'est la mauvaise religion. Et alors, je dis pas la religion, du coup, puisque normalement, religion, ça veut dire relier. Bon, rééliguer, relier. Mais la mauvaise religion, la religion cancéreuse, c'est ça. C'est quelque chose qui utilise les hommes. Est-ce que l'humain crée des choses pour se servir lui, et puis il finit par les servir lui, en fait. Il finit par mourir à leur service. Et la mauvaise religion, c'est ça. Elle utilise les humains. Bon. La bonne religion, la spiritualité, c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour se libérer, pour mieux comprendre le monde, pour mieux comprendre le pardon, pour la diplomatie. La spiritualité, ça sert avant tout à faire la paix, en vrai. Hein. La spiritualité, on peut la voir comme un instrument de paix. On peut la voir comme un outil, comme une pioche à paix, concrètement. Et du coup, c'est quelque chose d'utile. Et on peut mesurer sa qualité à son utilité. La spiritualité de Gandhi, on mesure complètement ses conséquences. Donc on peut faire la différence entre la mauvaise religion et la spiritualité aux conséquences. La spiritualité de Gandhi, c'était des conséquences bien précises qui ont permis à l'Inde de se voir épargner le destin, par exemple, qu'a eu l'Algérie de 62 à 92. Et parce que l'Algérie a beaucoup moins pardonné, voire pas du tout, par rapport à l'Inde. Donc cette capacité, Nelson Mandela aussi, qui est quand même un exemple inoubliable, quoi, et ça lui a pris du temps. Dans les 17 premières années de prison, il a envie de tuer tout le monde. Je le comprends. À sa place, j'aurais eu envie de tuer tout le monde aussi. Donc c'est ça, la spiritualité par rapport à la religion, dans le sens mauvaise religion. Mais du coup, je suis curieuse, je rebondis là-dessus. Toi, tu te dirais religieux ou spirituel, les deux ? Je suis pas religieux, tu vois, je fais même pas, alors pour un musulman, mon Dieu, puis je le déclare publiquement, regarde, je fais même pas les 5 prières par jour, bon, c'est pas bien, bon. Mais comme dirait le Shir Ali Ndao, je dis pas que je les ferai pas un jour, hein, mais, comme dirait le Shir Ali Ndao, c'est en vrai, l'islam n'est pas juste, une liste du proscrit et du prescrit, hein, c'est comme ça qu'il utilise, lui, quand c'est sur un podcast sur YouTube, il dit l'islam, ce n'est pas juste du proscrit et du prescrit, c'est même pas qu'il dit juste, hein, il dit ce n'est pas du proscrit et du prescrit, c'est pas ça qu'il faut voir. Et donc, non, oui, je me considère. J'allais à la messe quand j'étais gamin,
puisque j'ai grandi dans les deux cultures. Je récitais le Notre Père avec mes grands-parents qui étaient italiens, donc avant de s'endormir, voilà, on récitait le Notre Père. Et alors que tu vois, bon, le Notre Père, c'est un peu le truc qui va diviser musulmans et chrétiens. C'est-à-dire que tu as une sourate chez les musulmans, dans une sourate du Coran, qui dit Dieu est un et il n'enfante pas, il n'est pas enfanté. Enfin, Allah wahid, dit que Dieu est un. Allah Samad, Lam Yalid wa Lam Yulad, il n'enfante pas, il n'a pas d'enfant, il n'enfante pas, il n'est pas enfanté. Voilà. Lam Yalim wa Lam Yulad, il n'enfante pas, il n'est pas enfanté. Bon, évidemment, dans la religion superficielle, l'aspect superficiel de la religion chrétienne, il y a l'idée de notre Père avec un Fils qui est Jésus-Christ, puis etc. Bon, on sait que c'est bien au-delà de ça, mais une interprétation simpliste, c'est ça. Et ça a divisé les musulmans et les chrétiens pendant 2000 ans, quoi. Enfin, plutôt 1600, mais 1400. Mais bon, donc voilà, ce genre de débat ne m'intéresse pas, donc je dirais que je ne suis pas religieux pour cet aspect-là, puisque ça ne me dérangeait pas de réciter le Notre Père avec mes grands-parents. Alors si j'étais vraiment religieux de la coquille, ce que les soufis appelleront les zahiri, les gens de l'extérieur, il y a le zahir et le batin. Donc batin, c'est l'intérieur, et puis le zahir, c'est l'extérieur. Les gens de l'extérieur, oui, ils s'entretueraient pour ça. T'as récité le Notre Père, mon Dieu, tu vas aller droit en enfer, quoi, sans passer par la caisse départ, sans toucher 20 000 francs. Donc, voilà, cet aspect-là de la religion, je le récuse complètement. Qu'est-ce que l'ego ? L'ego, c'est donne-moi ce que je veux par rapport à donne-moi ce dont j'ai besoin, quoi. Donc Idriss Shah, il définit, il y a le moi qui commande et le moi véritable. Et le moi qui commande, c'est celui qui dit donne-moi ce que je veux. Et le moi véritable, c'est celui qui dit donne-moi ce dont j'ai besoin. Et c'est l'unique raison pour laquelle il est très difficile de distinguer le bien et le mal dans le monde. J'ai fait mon dernier TEDx là-dessus à l'école des arts et métiers de Lille, très bien organisé d'ailleurs, et j'ai décidé d'aborder ce sujet ultra casse-gueule du bien et du mal. Et du fait que c'est très très dur de trouver où commence le bien et où finit le mal, parce que très souvent de bonnes intentions vont créer du mal, et très souvent les pires choses vont avoir un tout petit peu de bon en elles qui n'était pas prévu par le gars qui les a faites, mais qui inévitablement vont faire que des humains confrontés à des choses horribles vont se renforcer et devenir vertueux et vont engendrer un bien. Et parfois même des catastrophes naturelles, c'est le cas du tremblement de terre de San Francisco en 1906 qui a été instrumental dans la création de la Silicon Valley. Donc ce qui fait que le bien et le mal sont très durs à distinguer, c'est l'ego. Parce que l'ego dit ce qui est bien, c'est ce que je veux. Et c'est pas ça. Un enfant, on lui file un paquet de fraises Tagada, il va se rendre malade. Si sa mère le lui enlève, elle fait son bien. Mais l'enfant, il va dire maman est pas gentille avec moi, elle m'a enlevé mon paquet de fraises Tagada, qui m'a fait quelque chose de mal. Les adultes sont pareils, hélas. Sauf que c'est plus des fraises Tagada, c'est des banques centrales, c'est le pouvoir, c'est des délires d'adultes, mais qui sont pires, bien sûr, puisque là, un enfant qui prend un paquet de fraises Tagada, au pire, il joue sa vie et puis les larmes de sa mère. Mais un adulte qui a le pouvoir et qui a la même attitude qu'un enfant face à un paquet de fraises Tagada, et Dieu sait que c'est le cas, eh bien, il va jouer le destin d'une nation, il va jouer sur un coup de dé comme ça. Donc c'est ça l'ego, c'est donne-moi ce que je veux, versus le moi véritable, donne-moi ce dont j'ai besoin. Et Steve Jobs a fait une très belle conférence là-dessus quand il est à Stanford. Il explique qu'il s'est fait virer d'Apple, il s'est fait jarter de sa propre compagnie, et à l'époque c'était la honte absolue, on appelait ça se faire stiver dans la Silicon Valley, se faire virer de sa propre boîte. Le gars il passe de couverture de Time Magazine, star absolue, etc., à idiot du village pendant 15 ans, les gens lui adressent même pas la parole quand il rentre dans un bar, et il dit la médecine, le médicament était amer, mais ça m'a fait beaucoup de bien, et si je suis là aujourd'hui c'est grâce à ça. Donc voilà, l'ego versus, et ça a brisé son ego. Il a toujours eu un ego jusqu'au bout, mais l'ego est une monture. L'erreur, on dit tuer son ego, c'est vrai en un sens, mais c'est le briser, quoi. Le cheval, ça se met pas dans le carrosse, ça sert à tirer le carrosse. Les gouvernements malades et les gens malades, c'est quand ils mettent le cheval dans le carrosse. Le cheval, c'est l'ego. Le carrosse, c'est le projet de vie, c'est bon. Si on met l'ego dans le projet de vie, si on met l'ego dans le carrosse, on est malade, et la nation est malade, et le monde est malade. Et puis si on se sert de l'ego pour tirer le carrosse, là tout va bien. Et c'est à ça qu'on voit les grands entrepreneurs ou leaders, associations, ce qu'on veut. Les bons leaders, c'est ceux qui mettent leur ego au service du projet. Les mauvais, c'est ceux qui mettent le projet au service de leur ego. Et le cheval dans le carrosse. Il a mis le carrosse au service du cheval. Non, c'est au cheval d'être au service du carrosse. Qu'est-ce que l'âme ? Alors, l'âme, dans la tradition soufie, le souffle,
Mais ou nafs. Alors dans la tradition soufie, il y a aussi nafs. Donc c'est l'âme, les différents niveaux. Alors il y a l'âme charnelle. Genre l'âme, une fois qu'elle est dans le corps, alors elle a les besoins du corps, il faut manger, il faut se reproduire, il faut la sécurité, il faut des vêtements. Ça c'est nafsi amara dans le soufisme, c'est l'âme charnelle. Avec ses besoins charnels, puis du coup, qui sont pas juste à l'échelle du corps, qui peuvent être à l'échelle d'une nation. Par exemple, il y a le fait qu'on a besoin d'un espace personnel. C'est un mouvement, tu sais, très... pour démontrer sa supériorité sur quelqu'un, on envahit son espace personnel. Genre Trump, quand il veut afficher Macron, il se rapproche de lui, puis il lui enlève cette fausse pellicule, soi-disant qu'il a sur son épaule. Ça, c'est un vieux move de dominance que les animaux font. Quand un animal cède son espace personnel, il démontre qu'il se laisse dominer. Voilà. Donc, il y a cette vidéo sur YouTube d'un gorille qui charge un mec, et le type ne bouge pas. Il reste là, il ne bouge pas d'un pied. Et le gorille qui est énorme, qui aboie et tout, il se barre. Parce qu'il voit le type qui bouge pas. Et pareil, un chat qui met à l'amende un crocodile de la même façon parce qu'il bouge pas. Donc ça, c'est la base zéro de l'âme. C'est l'âme corporelle. Bon. Et puis après, donc, dans différentes traditions, comme le bouddhisme, et comme bien sûr le christianisme et le judaïsme, les hassidim. Alors là, les hassidim, il y a toute une très belle tradition là-dessus, sur l'élévation de l'âme. Où donc on s'élève au-dessus. Donc c'est pour ça que pour définir l'âme, ça dépend de son contexte, quoi, quel est son état. C'est un peu comme la matière. Est-ce que l'eau est à l'état de neige? Est-ce qu'elle est à l'état de glace? Est-ce qu'elle est à l'état de fleuve pollué? L'âme, c'est ça. C'est une eau. Est-ce qu'elle est à l'état liquide, solide ou gazeux? Voilà. La plupart des gens ont une âme à l'état un peu solide, rigide, qui réagit de façon prévisible, très prévisible. Voilà. Il n'y a rien de plus prévisible que l'eau à l'état solide. C'est une trajectoire newtonienne. L'eau à l'état liquide, c'est déjà moins prévisible. Voilà. L'eau à l'état gazeux, encore plus. Bon. Donc l'âme, c'est un peu ça. Voilà. C'est quelque chose qui a des états, beaucoup plus nombreux que l'eau d'ailleurs. Et ces états, il ne tient qu'à nous de les développer. Crois-tu aux anges? Et si oui, est-ce que tu peux me raconter la dernière fois où ton ange t'a sauvé la vie? Alors, ouais, ça, malheureusement, je ne le raconterai pas en public. Mais bon, tu sais, les anges, dès qu'on évoque ce mot, ça évoque l'inconscient du Moyen-Âge. Combien d'anges peuvent tenir sur une tête d'épingle, etc. C'est pas forcément des machins ailés. On les représente comme ça, mais bon, ça vient du grec aggelos, donc le messager. Oui, je crois que ça existe, ouais, clairement. Voilà, j'ai pas peur de le dire. Je vais ajouter ça à mon passif d'ésotérisme, machin. Oui, je crois que ça existe, bien entendu, qu'il existe des forces. J'y crois totalement, absolument. Je veux imposer cette croyance à personne. Je dis pas qu'il faut croire ça. Je dis pas qu'on a observé avec un compteur Gégère la présence d'un ange à un moment. Mais si on me demande ma croyance, je revendique même au-delà de l'ésotérisme un droit à la poésie. C'est poétique, voilà, c'est beau comme idée. Et donc oui, et alors dans le Coran, il y a cette idée que les anges ne peuvent pas désobéir. Et que ce qui nous distingue d'eux, c'est que nous, on peut désobéir, on peut déconner. Donc la grande différence entre eux et nous, c'est le libre arbitre. Donc c'est un machin qui n'a pas de libre arbitre en vrai, qui a un certain niveau d'individualité, mais qui ne peut pas désobéir à un ordre direct du boss, quoi. Et oui, je crois que ça existe, et je pense que Gita Malaz, typiquement, il a fait des très beaux bouquins là-dessus, sur rencontre avec son ange. Et puis, pour la petite histoire, pour bien rappeler que c'est pas anti-scientifique, il y a tout un tas de scientifiques qui pensaient très sérieusement que les anges existaient. On prend l'abbé l'abbé Lemaître. Mais Lemaire se confond parce qu'il y a Alexis Lemaire, le plus grand calculateur prodige en vie, qui n'est pas du tout un idiot savant, comme les mecs un peu simples aimeraient le réduire. C'est un chercheur en sciences, en physique quantique. Alors lui, il y a toute une partie même de sa thèse qui est inspirée par l'idée de ce que c'est qu'un ange, quoi, juste comme ça. Mais l'abbé Lemaître, donc quelqu'un d'autre, c'est lui qui a inventé la théorie du Big Bang, très grand astrophysicien, très rigoureux, excellent mathématicien. Être abbé et pas croire aux anges, c'est compliqué, quoi. Donc ça prouve bien qu'on peut être scientifique et croire aux anges. C'est quelque chose que j'aime rappeler parce que c'est un peu oublié aujourd'hui. Je crois que tu portes une bague avec ton blason. Ouais. Est-ce que tu peux nous partager ta devise? C'est mais pas leurs rêves. Ouais, donc le petit signe au bas, je laisse faire la mise au point. Je sais pas si... au bas de la bague, c'est ma devise, c'est mais pas leurs rêves, parce que un maître soufi, Ali Ndao, pour ne pas le citer, m'a dit une fois au Sénégal, on peut tuer les rêveurs, mais pas leurs rêves. Et c'est tout à fait exact. Donc j'en ai fait ma devise. Ouais. Idriss, en quoi est-ce que tu crois? Au rêve, du coup, ouais, je crois au rêve. C'est Edgar Poe qui décrit dans un très très beau bouquin d'ailleurs, Eureka, où Edgar Poe anticipe les trous noirs.
pour de vrai, hein. Je veux dire, des astrophysiciens ont dit ah putain là c'est troublant quand même, hein. Et c'est étudié Eureka d'Edgar Poe sur mais comment il a pu délirer à ce point. Il délire, il lance une poésie en prose, c'est un grand poème en prose, ça va inspirer Baudelaire d'ailleurs dans les poèmes en prose, et il dit l'univers, ça doit être comme ça, il doit y avoir des étoiles très denses, il doit y avoir des trucs tellement denses que ça aspire tout et que même la lumière ne peut pas en ressortir, enfin, ça va loin quoi. Bon. Et dans Eureka, il le dédie, il dit je dédie ce poème en prose aux gens pour qui les rêves sont la seule réalité. Voilà. Donc je me reconnais totalement dans cette phrase. Les gens pour qui les rêves sont la seule réalité, c'est à ça que je crois. Merci Idriss. Merci à vous et bonne chance pour le podcast et pour cette super école. Vraiment bravo. Merci. Merci infiniment à Idriss Aberkane pour cette conversation. Ce podcast est une création originale de l'école de développement personnel Wake Up. Retrouvez-nous sur www.wake-up.io. Si vous avez aimé l'épisode, dites-le nous sur Apple Podcast avec 5 étoiles. Cela m'aide énormément à le faire connaître. Parlez-en aussi autour de vous et sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Twitter, @wakeup_io. Pensez aussi à vous abonner pour ne rien rater et écouter gratuitement les prochains épisodes.